C'est Aude Farinetti, qui est maître de conférence en droit public à l'IEDP, l'Université Paris-Sud-Saclay, qui va le mettre sur la table. Bonjour, donc merci aux organisateurs de ce colloque de m'avoir invité à parler donc, de droit et du principe de responsabilité en particulier. Donc principe de responsabilité que j'ai voulu inscrire dans le thème de ce colloque, bien sûr, c'est-à-dire par rapport à la question est-ce qu'on doit agir ou non dans les milieux naturels, et qu'est-ce que le principe de responsabilité apporte comme éclairage à cette question. Donc si on regarde un peu, si on part de la philosophie, Hans Jonas, dans son ouvrage sur le principe de responsabilité, nous dit qu'il y a deux acceptions du principe de responsabilité. Donc, dans une première acception, la responsabilité, c'est une imputation causale des actes commis, en vertu de laquelle l'acteur doit répondre de son acte, il est tenu pour responsable de ses conséquences, et le cas échéant, on lui en fait porter la responsabilité. Donc ça, c'est la première acception. Dans la seconde, c'est la responsabilité pour ce qui est à faire, donc l'obligation du pouvoir. Elle ne concerne pas le calcul ex post facto de ce qui a été fait, mais la détermination de ce qui est à faire. Un concept en vertu duquel je me sens donc responsable, non en premier lieu de mon comportement et de ses conséquences, mais de la chose qui revendique mon agir. Et finalement, quand on regarde ces deux acceptions du terme, eh bien, on se rend compte que le droit, et en particulier la Charte de l'environnement, traduit ces deux conceptions. Alors d'abord, dans l'article 4 de la Charte, c'est la première acception qu'on voit traduite. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement dans les conditions définies par la loi. Donc quand on cause un dommage, on doit en répondre, on doit agir donc pour réparer. Et dans la seconde acception, ce sont les articles 2 et 3 de la Charte. L'article 2 nous dit « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et l'amélioration de l'environnement ». Donc il faut agir pour l'environnement. Et article 3, toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou à défaut en limiter les conséquences. Et je crois que donc ces textes nous montrent donc une consécration juridique du principe de responsabilité au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. La Charte de l'environnement, je le rappelle pour tout le monde, a valeur constitutionnelle, donc on ne peut pas faire plus fort juridiquement. Même si, bien sûr, il n'y a pas que la Charte de l'environnement qui consacre le principe de responsabilité, j'y reviendrai. Donc à partir de ces textes, eh bien, le Conseil constitutionnel a découvert ce qu'on appelle l'obligation de vigilance. Alors l'obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement, qui pourrait résulter d'une activité et qui s'impose non seulement au pouvoir public, mais aussi à toute personne. À partir de ce devoir de vigilance, eh bien, le Conseil constitutionnel déduit l'interdiction de restreindre le droit d'agir en responsabilité dans des conditions qui en dénaturent la portée, donc qui dénaturent la portée du principe, de l'obligation de vigilance. Donc, le Conseil constitutionnel protège le droit d'agir en responsabilité, au moins en tout cas pour ce qui est de la responsabilité pour faute, et je reviendrai sur cette question. Il y a deux façons d'entendre le principe de responsabilité, d'engager la responsabilité, on va le voir. Évidemment, on n'a pas attendu la Charte de l'environnement pour consacrer juridiquement le principe de responsabilité. On le trouve finalement à peu près depuis l'origine du droit de l'environnement. Et aujourd'hui, on retrouve l'affirmation assez forte dans la loi biodiversité de 2016, je crois que c'est son article 4, qui nous dit « Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer ». Donc c'est quelque chose de très installé dans notre droit aujourd'hui. Alors la question que j'ai voulu me poser à partir de ça, c'est comment les diverses obligations qui découlent du principe de responsabilité vont encourager l'action ou au contraire l'inaction dans les milieux naturels. On va voir que donc deux axes très simples. Alors vous allez voir que j'ai embrassé très largement parce que le principe de responsabilité est très très large. Donc ça va m'amener à exploiter à peu près tous les champs du droit de la responsabilité, qui est un champ énorme du droit, dans des domaines spécifiques à l'environnement et dans d'autres pas du tout, puisque même si on a élaboré des domaines, une responsabilité environnementale, celle-ci s'ajoute à la responsabilité classique
qui coexistent avec, et on va voir que parfois, eh bien, il peut y avoir comme ça des jeux successivement d'engagement de responsabilité successives. Je vais m'en expliquer tout à l'heure. Donc 2 axes simples. D'abord, dans quelle mesure le principe de responsabilité va pouvoir encourager l'action, ou plutôt obliger à ne pas agir d'abord, et ensuite encourager l'action. Et selon un plan très classique juridique, réparation des interventions fautives d'abord et ensuite non fautives, avec les différents régimes applicables. Et on verra dans la responsabilité comme source d'obligation positive d'action dans les milieux, eh bien l'obligation de remise en état et le principe de compensation qui ont été déjà évoqués par ailleurs. Alors, dans la réparation des interventions fautives qui peuvent être réalisées dans les milieux naturels, on va voir d'abord la réparation des conséquences dommageables des interventions fautives au sein des milieux naturels en application du droit commun de la responsabilité, donc quelque chose qui n'est pas du tout propre à l'environnement, mais qu'on retrouvera dans tous les domaines. D'abord, il faut bien avoir à l'esprit que toute méconnaissance d'une obligation juridique est une faute, et qu'il faut une faute pour entraîner, en principe, dans les régimes d'engagement de la responsabilité, pour faute en tout cas, il faut une faute pour engager la responsabilité de l'auteur de l'acte. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme faute? Eh bien, le non-respect d'une règle de police environnementale, la commission d'une infraction pénale, donc ça c'est pour ce qui est finalement une violation du droit de l'environnement, donc on va agir contre des règles qui protègent l'environnement et donc on va porter atteinte potentiellement à l'environnement, et là on engage sa responsabilité. C'est évidemment pas l'objet de l'ingénierie écologique, même si indirectement elle va pouvoir produire ses conséquences, parce que parfois on veut bien faire et puis on dégrade, c'est des choses qui peuvent arriver. Et puis l'administration, elle aussi, va pouvoir voir sa responsabilité engagée lorsqu'elle délivrera une autorisation illégale et donc en méconnaissance du droit de l'environnement. Alors avec la multiplication des règles environnementales, évidemment, on assiste à une multiplication des occasions d'engager la responsabilité des acteurs qui interviennent dans les milieux naturels, plutôt des aménageurs ou des exploitants. Alors ils pourront générer divers préjudices, et en particulier un préjudice écologique, c'est-à-dire un préjudice qui consiste en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. Donc ça, c'est un aspect particulier de la responsabilité environnementale. Et alors, dans un premier temps, donc, je vous ai montré qu'on pouvait engager la responsabilité pour faute, donc pour une action qui dégrade les milieux naturels, mais à l'inverse, je l'ai évoqué, quelqu'un qui voudrait agir en faveur des milieux naturels peut porter atteinte à d'autres intérêts protégés. Il n'y a pas que l'environnement qui soit protégé, et en particulier les intérêts du propriétaire, auxquels on peut porter atteinte pour des raisons environnementales, mais les droits du propriétaire ne disparaissent pas totalement au nom de l'environnement. La loi du 1er août 2008 sur la responsabilité environnementale a élaboré un régime spécifique. Alors, je le mets entre guillemets, responsabilité environnementale, parce qu'en réalité, cette loi n'instaure pas un régime de responsabilité au sens juridique. Mais peu importe. Alors, en fonction de cette loi, en vertu de cette loi, le préfet va pouvoir imposer des mesures de prévention ou de réparation des préjudices qui résultent de détériorations directes ou indirectes mesurables de l'environnement. Le régime est prévu pour ces détériorations-là. Alors, il y a plusieurs types d'engagement, plusieurs régimes au sein de cette loi, plusieurs régimes d'engagement de la responsabilité, et puisqu'on est dans la partie sur la responsabilité pour faute, eh bien, j'ai isolé donc les cas dans lesquels la faute... Parce que ça fait des larcènes. La faute, donc, peut générer donc la mise en application de cette... peut générer... Ah bah ça y est là, non, je vais prendre celui-là, mais là, ça va. Faut que je l'éteigne. Donc je reprends. Donc, dans certains cas, le préfet pourra ordonner ces mesures pour faute ou négligence de l'exploitant. Donc, dans quel cas? Lorsque ces détériorations vont affecter gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et habitats protégés par les directives oiseaux et habitats,
et, ce sont deux conditions cumulatives, et qu'elles sont causées par une activité professionnelle autre que celle qui figure dans une liste sur laquelle je reviendrai, mais liste d'activités dites dangereuses. Alors on va voir que dans ces activités dites dangereuses, il y a des travaux d'ingénierie écologique qui sont là, qui peuvent en tout cas avoir des finalités écologiques. Donc un régime de responsabilité pour faute. Donc agir de façon fautive dans les milieux naturels va justifier des actions pour réparer les atteintes causées en vertu du principe de responsabilité. On verra dans quelles conditions ces atteintes vont pouvoir être réparées par des actions concrètes. Il existe, à côté des régimes de responsabilité pour faute, des régimes de responsabilité sans faute, dont certains sont spécifiques à l'environnement, d'autres non. Parmi ceux qui ne sont pas spécifiques à l'environnement, il y a la responsabilité sans faute pour dommages environnementaux. Alors, il y a plusieurs types de régimes. Bon, là, c'est un peu technique, mais alors, les régimes de dommages permanents de travaux publics qui permettent d'engager donc la responsabilité de la puissance publique, puisqu'il faut que ce soit un travail public, par définition, pour la réalisation d'ouvrages. Alors, ces ouvrages vont pouvoir consister dans des travaux d'ingénierie écologique, et dès lors que ces ouvrages vont causer des dommages à des voisins ou même à des associations de protection de l'environnement qui seraient atteintes dans leur objet social, eh bien on pourra obtenir l'engagement de la responsabilité de la puissance publique. Autre régime, celui des dommages accidentels de travaux publics. J'ai cité le cas du débordement d'une station d'épuration par exemple, qui serait causé à des tiers à l'ouvrage, donc ça suppose que ce soit non pas l'usager de l'ouvrage mais un tiers qui subisse le dommage, auquel cas on pourra obtenir réparation, mais à chaque fois il faut un dommage anormal. Dans tous les régimes de responsabilité sans faute, il y a une particularité, le dommage doit être anormal. À côté des régimes qui permettent d'engager la responsabilité de la puissance publique, il y a un régime propre aux particuliers qu'on appelle la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, qui permet aux voisins installés avant la réalisation d'une activité d'obtenir réparation de ses conséquences dommageables, même lorsque l'exploitant a respecté les règles applicables à son activité. Donc dans tous les cas, il faut un dommage grave. Parce que pour qu'un dommage soit anormal, il doit être grave et spécial, et cette exigence de gravité va pouvoir conduire à dénier à empêcher l'engagement de la responsabilité lorsque le dommage sera causé dans un environnement qui est lui-même dégradé, puisqu'on considère qu'il n'y a pas de gravité. Si c'est déjà dégradé, eh bien un peu plus, un peu moins, ça empêche en tout cas de caractériser la gravité. Donc ça, c'est un élément qui limite les conditions d'engagement de la responsabilité. Et alors, si grâce à ces régimes, on va pouvoir sanctionner des atteintes à l'environnement d'une certaine façon, même si la responsabilité, c'est pas sanctionner, mais en tout cas réparer des atteintes à l'environnement, à l'inverse, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ces régimes de responsabilité vont pouvoir générer des dédommagements au profit de propriétaires qui seraient lésés par des actions de protection de l'environnement. Il y a parallèlement donc des régimes de responsabilité sans faute qui vont résulter de dommages causés au nom de préoccupations environnementales. Bon, le régime précédent permettait plutôt d'agir contre des actions qui portaient atteinte au milieu, même s'ils ne se cantonnaient pas à ces actions-là. Ici, ces régimes vont pouvoir plutôt être utilisés donc, pour réparer des dommages causés au nom de préoccupations environnementales, mais ils ne s'y réduisent pas non plus. Alors, les exemples, ce sont d'abord la responsabilité sans faute de la puissance publique du fait des lois ou de règlements légaux. Alors, c'est-à-dire que là, le législateur intervient pour protéger l'environnement, ou un règlement intervient pour protéger l'environnement, et ces règles, qui ne sont pas fautives, puisqu'elles sont légales, eh bien, portent atteinte à des intérêts qui doivent être réparés, qui doivent être indemnisés, et là encore, sous réserve d'un préjudice anormal, c'est-à-dire grave et spécial.
parallèlement à ce régime qui est général et qui est d'origine jurisprudentielle, le législateur a institué plusieurs régimes de responsabilité spécifiques qui pourront se trouver à s'appliquer en cas d'ingénierie écologique. La loi de 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics en est une illustration, elle est bien connue, très ancienne et toujours en vigueur. Alors, un régime particulier, encore une fois, c'est celui de l'engagement de la responsabilité sans faute au titre de la responsabilité environnementale, toujours mise entre guillemets. J'ai indiqué tout à l'heure dans quel cas cette loi permettait un engagement de la responsabilité pour faute. Là, c'est l'hypothèse d'un engagement de la responsabilité sans faute. Et c'est l'hypothèse donc d'un dommage causé par des activités considérées comme dangereuses, entre guillemets, qui est listée par le Code. Et alors, parmi ces activités dangereuses, eh bien, il y a un certain nombre d'activités soumises à la nomenclature eau, et j'ai identifié un certain nombre de ces activités. Alors, il y a des ouvrages, des constructions en lit mineur de cours d'eau, les modifications de profil en long ou en travers, les travaux de consolidation de berges par des techniques autres que végétales vivantes, par rapport à l'exposé de tout à l'heure, donc si elles font plus de 200 mètres, les remblais en lit majeur de plus de 10 000 m², lorsque plus de 10 000 m², sont soustraits à l'expansion des crues. Donc on voit que toutes ces interventions-là peuvent avoir comme support de l'ingénierie écologique, en tout cas avoir vocation à restaurer les milieux, même si bien sûr on ne se cantonne pas à ces objectifs-là. Eh bien, donc ce seront des activités considérées comme dangereuses. Et elles justifient donc l'application d'un régime de responsabilité sans faute. Alors, à condition tout de même que l'on remplisse ces conditions-là, il faut donc des détériorations directes ou indirectes mesurables de l'environnement qui soit créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine par l'intermédiaire d'une contamination des sols, soit affectent gravement l'état des eaux, au sens de la directive cadre sur l'eau, ou qui affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et des habitats protégés par les directives oiseaux et habitats, ou enfin qui affectent les services écologiques, sachant que le droit nous donne une définition des services écologiques, qui laissera sans doute sceptique un certain nombre d'entre vous, puisqu'il y a une sorte de mélange entre services et fonctions. Enfin, ça, je laisse les personnes compétentes apprécier la justesse du dispositif juridique. Alors, sachant que non seulement les dommages sont réparés au titre de ce régime, mais également les menaces imminentes de dommages, menaces imminentes étant précisées par le texte comme supposant une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche. Je ne suis pas certaine que ça éclaire beaucoup. Voilà, donc la mise en œuvre du principe de responsabilité va pouvoir dissuader d'agir dans les milieux, que ce soit pour leur porter atteinte ou même pour les conserver dans certains cas. Mais parallèlement, le principe de responsabilité va également pousser à l'action, obliger certaines actions, et en particulier l'obligation de remise en état. Alors, au titre des régimes classiques de responsabilité d'abord, en principe, la réparation, il faut préciser que la réparation en principe se fait par équivalent monétaire. Et donc c'est là que les économistes interviennent pour indiquer la valeur chiffrée d'un service écosystémique, etc. Le problème, alors quand il s'agit d'apprécier un préjudice matériel, c'est facile, la perte de valeur vénale d'une maison, la chute d'un chiffre d'affaires, ça c'est facile à envisager, ou la destruction d'une forêt, même dans une certaine mesure, on peut évaluer la valeur du bois, voilà, au moment de la valeur vénale du boisement. En revanche, quand il s'agit d'évaluer un préjudice moral, c'est-à-dire l'atteinte à une valeur protégée, à un intérêt général protégé par une association, bien là c'est beaucoup plus difficile et évidemment c'est encore pire quand il s'agit d'évaluer un préjudice écologique.
C'est la raison pour laquelle la doctrine élabore des nomenclatures d'évaluation des préjudices en général. Alors il existe une nomenclature pour l'évaluation des préjudices corporels, et puis les environnementalistes ont élaboré leur nomenclature. C'est Laurent Néret et Gilles Martin qui l'ont fait. Donc nomenclature des préjudices environnementaux qui vont distinguer les préjudices causés aux hommes et les préjudices causés à l'environnement en tant que tel. C'est ce qu'on appelle le préjudice écologique pur. Sauf que ces nomenclatures n'ont aucune valeur normative, enfin elles n'ont aucune valeur obligatoire et que les juges sont tout à fait libres de s'en inspirer ou non. Alors, il y a la possibilité de réparation en nature, mais il y a, et toujours, systématiquement, la possibilité pour le juge d'ordonner une réparation, j'ai dit pardon, en nature, une réparation par équivalent monétaire en principe, mais toujours possibilité donc d'ordonner une réparation en nature, c'est-à-dire une remise en état. Sachant que les opérations matérielles de remise en état vont pouvoir elles-mêmes être source d'engagement de la responsabilité si elles causent des dommages. Donc c'est des dommages en cascade comme ça, pas pour les mêmes raisons évidemment, mais et le droit prévoit tout ça, évidemment. Alors s'agissant du préjudice écologique pur, qui, je vous le rappelle, est causé à la collectivité des hommes et à personne d'identifier en particulier, sinon c'est un préjudice matériel ou moral. Il est prévu expressément dans le Code civil, puisque depuis la loi biodiversité, le régime est prévu dans le Code civil, ce régime particulier. Il est prévu d'abord que cette réparation s'effectue en priorité en nature. Donc on inverse le principe par rapport au régime classique qui prévoit plutôt une réparation par équivalent. Là c'est en priorité en nature. Alors à moins évidemment d'une impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, auquel cas le juge pourra condamner à verser des dommages et intérêts, donc en monnaie sonnante et trébuchante, qui seront affectés à la réparation de l'environnement. Donc là aussi, c'est une amélioration du dispositif, puisque ça permet, plutôt que ça rentre dans les poches de la victime et qu'elle en fasse ce qu'elle veut, eh bien là, d'allouer les montants, les sommes à la réparation, par des actions matérielles de réparation, aux demandeurs ou... Pardon. Donc aux demandeurs ou à l'État éventuellement de prendre les mesures de réparation. Alors il y a un exemple récent de la Cour administrative de Rennes en 2016 là, qui a dû chiffrer la réparation du préjudice lié à la rupture d'une canalisation d'hydrocarbures. Et qui a chiffré donc à 80 000 € la somme allouée à la LPO au titre du préjudice écologique pur. Bon, alors la Cour s'est référée au nombre et aux espèces d'oiseaux décimés à partir d'une valeur unité fixée pour les différentes espèces de gibier par l'ONCFS, tenant compte donc du coût de la réintroduction de spécimens en remplacement des oiseaux détruits, et également elle a affecté à ces valeurs unitaires un coefficient de rareté-menace établi selon les catégories d'espèces dont la conservation mérite une attention particulière. Et à ce préjudice écologique pur, on a ajouté réparation du préjudice moral et du préjudice matériel qui correspondent aux frais engagés par la LPO pour la gestion des zones humides. Donc on peut réparer un préjudice écologique pur au titre du régime de responsabilité. Sachant que les dépenses exposées pour prévenir la menace, la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable. Donc les personnes qui agissent spontanément pour limiter les conséquences d'un préjudice écologique peuvent elles-mêmes se prévaloir d'un préjudice dont elles pourront obtenir réparation. Et sachant également que le juge pourra prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou à faire cesser le dommage. Donc là, des mesures peut-être d'intervention concrètes sur les milieux pour éviter la dégradation de la situation. Puisque le principe de responsabilité implique la réparation de tout le préjudice, mais rien que le préjudice, eh bien, l'évaluation du préjudice devra tenir compte des mesures de réparation qui sont déjà intervenues, en particulier dans le cadre du régime de responsabilité environnementale que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, celui de la loi de 2008, puisque ces régimes vont pouvoir se cumuler, s'articuler l'un avec l'autre. Donc comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que le régime de responsabilité environnementale va pouvoir inciter à agir dans les milieux? Eh bien, je vous rappelle donc qu'au titre de ce régime, le préfet va pouvoir ordonner des mesures de prévention et de réparation. Donc c'est le préfet
qui impose les mesures à l'exploitant qui a porté atteinte au milieu. Donc des mesures de prévention en cas de menace imminente de dommages ou en cas de dommages, et des mesures de réparation. Alors des mesures de réparation qui vont varier en fonction du dommage. Quand il s'agit d'une pollution du sol, il s'agit de permettre de supprimer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine. Étant précisé, et ça je pense que ça va vous intéresser, que la possibilité d'une réparation du sol par régénération naturelle doit être envisagée. Alors ça, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, hein, l'envisager. Bon, est-ce que si on ne l'envisage pas, est-ce que ça a des conséquences juridiques? Comment savoir qu'on l'a envisagé vraiment, sérieusement ou pas? Bon, enfin, en tout cas là on voit. Hein, alors on pourrait considérer que c'est bien, que c'est une bonne chose, hein, qu'on permette cette capacité de régénération naturelle. Alors du point de vue du droit de l'environnement, quand on a une disposition comme celle-là, hein, compte tenu des rapports de force dont le droit de l'environnement se fait le réceptacle, tout de suite, on se dit que peut-être c'est un cadeau fait à celui qui a porté atteinte à l'environnement, hein, de pouvoir dire mais non, mais je n'ai rien à faire, ça va se réparer tout seul. Même si évidemment ça peut présenter un intérêt aussi de laisser les milieux évoluer d'eux-mêmes. Mais bon. Alors ça, c'était pour la pollution du sol. Pour les dommages qui affectent les eaux et les espèces et habitats du réseau Natura 2000, les mesures de réparation poursuivent le retour à l'état initial. C'est-à-dire l'état, pas l'état originel d'il y a des milliers d'années, mais l'état du milieu avant l'atteinte. Donc l'état initial, et puis il s'agit d'éliminer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine, bien sûr. Dans les mesures de réparation prises au titre de ce régime de responsabilité, on distingue la réparation primaire, et là encore, on nous précise que la réparation par régénération naturelle doit être envisagée. Si la réparation primaire ne suffit pas, eh bien on pourra adopter des mesures de réparation complémentaires, c'est-à-dire que ce sont des mesures qui permettront d'atteindre un niveau comparable à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial. On pourra réaliser ces mesures sur un autre site que celui qui a été affecté. Et enfin, des mesures de réparation compensatoire afin de compenser les pertes intermédiaires de ressources entre le moment du dommage et le moment auquel on a effectivement réparé. Celles-ci sont possibles sur un autre site et il est impossible de les assurer par compensation financière. Là, c'est interdit. Il faut savoir que, évidemment, ces mesures de réparation vont pouvoir impliquer d'aller sur des terrains privés, et à ce moment-là, il faut une autorisation du propriétaire pour agir. En cas d'urgence ou si on n'arrive pas à obtenir l'autorisation, eh bien, le président du tribunal de grande instance pourra intervenir. Et il faudra, le cas échéant, conclure une convention avec les propriétaires qui prévoiront, ces conventions, l'indemnité pour occupation des terrains pour le propriétaire. Donc on voit encore des responsabilités en cascade là. Il est prévu aussi que le préfet puisse faire usage de plusieurs régimes, plusieurs lois pour faciliter les actions sur le terrain. Hein, la loi de 1892 déjà évoquée sur les dommages causés à la propriété privée. Il peut aussi instituer des servitudes d'utilité publique qui ouvriront droit à l'indemnisation des propriétaires, ou demander la déclaration d'utilité publique des travaux de réparation et voire même l'acquisition par une personne publique des immeubles affectés par le dommage. Outre ce régime de police, je ne les évoquerai pas, mais il existe des régimes de police avec des règles spécifiques, que ce soit le droit des installations classées pour la protection de l'environnement, des déchets, les sites et sols pollués notamment. Maintenant, voyons les mesures de compensation, les mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité, qui sont donc instaurées par la loi biodiversité de 2016 et qui ne sont pas rattachées au principe de responsabilité, étonnamment, mais au principe d'action préventive et de correction par priorité à la source des atteintes à l'environnement. Donc pourquoi ne pas l'avoir rattaché au principe de responsabilité? Bon. L'objectif, c'est d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit, à défaut d'en réduire la portée, enfin en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. Les mesures compensatoires sont souvent critiquées en ce qu'elles permettent. Elles sont une sorte d'alibi, puisqu'elles sont très anciennes, les mesures compensatoires. Ça date de la loi de 76 et de l'étude d'impact environnemental. Mais aujourd'hui, elles prennent un second souffle avec la loi biodiversité.
Et précisément, fort des critiques qui avaient été émises au titre des anciens dispositifs, eh bien là, la loi biodiversité nous dit que l'objectif, c'est une absence de perte nette de biodiversité. Donc on est quand même assez exigeant, assez ambitieux, et voire même tendre vers un gain de biodiversité. Bon, ça je ne sais pas trop comment c'est possible, mais on voit très bien l'objectif du législateur. Obligation de résultat, donc il faut atteindre l'objectif, il ne suffit pas d'avoir les moyens, de se donner des moyens, il faut atteindre l'objectif, que ces mesures soient effectives pendant toute la durée des atteintes, et bien sûr elles ne peuvent pas se substituer à des mesures d'évitement et de réduction. Ça c'est prévu dans les textes. Lorsqu'elles sont exigées par un texte, eh bien elles conditionnent la réalisation du projet, puisqu'il est prévu que si on ne peut pas compenser efficacement, eh bien on doit renoncer au projet en l'état. Donc c'est quand même assez ambitieux. Comme le régime est récent, il est difficile de mesurer son efficacité à long terme. Enfin, donc je poursuis, j'ai bientôt terminé, je ne me rends pas compte si je vois que Nathalie se lève, c'est mauvais signe. Mais c'est ma dernière diapo. Ces mesures peuvent être mises en œuvre soit par le maître d'ouvrage lui-même, celui qui a réalisé les atteintes, soit par un opérateur de compensation auquel on aura confié cette mission par contrat, soit également par l'acquisition d'unités de compensation dans ce qu'on appelle des sites naturels de compensation qui sont agréés par l'État. En principe, ces mesures de compensation doivent être effectuées sur le site endommagé ou au moins à proximité de celui-ci. Même si la mesure de compensation peut compenser plusieurs fonctionnalités, mais il faut que ce soit à proximité du site atteint. Quand on doit intervenir sur un terrain qui n'est pas la propriété du maître d'ouvrage, eh bien il faut conclure un contrat avec le propriétaire et éventuellement donc prévoir les indemnités qui lui seront dues. Alors, le dispositif est très contraignant. Si quelqu'un qui ne respecterait pas les mesures de compensation s'expose à des sanctions administratives que j'ai citées, sur lesquelles, que vous pourrez regarder tranquillement. Enfin, l'une personne soumise à cette obligation de compensation peut se voir contrainte par l'administration à constituer des garanties financières pour pouvoir financer ces mesures. Donc pour conclure, le principe de responsabilité œuvre traditionnellement plutôt contre les interventions au sein des milieux naturels, puisqu'il les sanctionne lorsque ces interventions portent atteinte au milieu naturel. Il y a une multiplication des occasions d'engagement de la responsabilité à l'occasion d'interventions dans les milieux naturels. Et en tant que ces interventions donc traduisent la responsabilité environnementale, donc à travers l'obligation de remise en état ou de compensation écologique, ce qui offre à mon avis de belles perspectives pour que l'ingénierie écologique rencontre le principe de responsabilité. Je vous remercie.